Bonjour, je m'appelle Caroline Naomé et je suis référendaire à la Cour de justice. On demande à la Cour de vérifier si le tribunal a bien respecté les règles de compétence, s'il a exercé son contrôle juridictionnel comme il le fallait, ni trop ni trop peu, s'il a veillé au respect des règles de procédure, puisque ce sont les règles du débat, il faut que les droits de la défense soient respectés, s'il a respecté les règles relatives à la manière de juger, est-ce qu'il a bien motivé sa décision, est-ce qu'il a répondu aux arguments des parties, et enfin, est-ce qu'il a correctement jugé au fond. Donc, de ce côté-là, le pourvoi, c'est quelque chose d'assez facile, mais le pourvoi devant la Cour, c'est un pourvoi qui présente des difficultés liées peut-être au manque d'expérience de la Cour, à une jurisprudence qui n'a peut-être pas encore eu le temps de s'étoffer, de voir toutes les difficultés présentées. Quand même une voie de recours hybride qui était à la fois cassation, révision, avec une juridiction qui statue comme juge de cassation. Elle commence d'abord par regarder si elle annule l'arrêt du tribunal et ensuite, une fois qu'elle a annulé, va-t-elle évoquer ou renvoyer. Et de temps en temps, ces deux casquettes, c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser. C'est une voie de recours qui a une existence très brève. Il faut se rendre compte également que le tribunal a des compétences très variées. De temps en temps, il agit comme juge administratif, de temps en temps, il agit comme juge qui ferait peut-être un peu comme du quasi-pénal. Je pense aux procédures disciplinaires contre des fonctionnaires, mais on peut penser également aux affaires de concurrence. De temps en temps, il statue au civil dans des contrats. Est-ce que les pouvoirs et les devoirs du juge sont toujours les mêmes dans tous les cas? Est-ce qu'il a les mêmes pouvoirs d'instruction? Ce sont des questions qui n'ont pas été réfléchies quand on a créé le pourvoi. Donc c'est la jurisprudence qui crée ce genre de choses et c'est vraiment une des caractéristiques de ce pourvoi, c'est qu'il a en quelque sorte toutes les matières en même temps. C'est une matière technique, donc ça, oui, c'est assez ennuyeux, qui utilise des notions provenant de plusieurs ordres juridiques. Alors, ce qui fait quand même une caractéristique particulière, c'est quand même le rôle de la Cour. La Cour est la première interprète du droit de l'Union, et de temps en temps, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile de se limiter à la technique du pourvoi lorsque un pourvoi porte sur des questions tout à fait fondamentales. Parce que la Cour, imaginons par exemple que les parties n'ont soulevé qu'une partie des moyens et que la Cour trouve que quand même il y a ce qu'elle considère être des erreurs de droit dans d'autres parties de l'arrêt, la Cour va certainement essayer par elle-même d'aller corriger ce genre de choses parce qu'elle se dit je ne peux pas rendre un arrêt de grande chambre statuant sur une partie en laissant subsister des choses qui sont profondément erronées. Donc il y a toujours en quelque sorte ce souci de donner la bonne interprétation, la bonne application du droit, quels que soient les problèmes techniques, c'est-à-dire être limité aux moyens, etc. Donc là, on a un petit peu des problèmes et on voit d'ailleurs que les arrêts de grande chambre de la Cour ne sont pas des arrêts qui sont aussi techniques que des ordonnances ou des arrêts de petite chambre. C'est difficile d'aller couper un pourvoi en petits morceaux, en petits moyens. La Cour va souvent examiner des choses de façon globale et de façon complète. Donc là, on a quand même en quelque sorte cet antagonisme entre, d'une part, la technicité du pourvoi et d'autre part, le rôle essentiel de la Cour en matière d'interprétation et d'application du droit de l'Union. La différence, c'est que les juridictions nationales disposent d'une abondante jurisprudence qui règle certainement bon nombre de problèmes, alors que la Cour est partie de rien et crée petit à petit sa jurisprudence. Je le dis également, c'est une matière réservée aux spécialistes. Or ici, tout le monde doit faire du pourvoi, donc il faut quand même que ce soit une matière qui ne soit pas trop technique. Ce qu'on peut constater, c'est que dans beaucoup d'ordres juridiques, il y a un découpage
des matières par contentieux. Il y a le pourvoi de droit administratif, le pourvoi de droit pénal, le pourvoi de droit civil, tandis qu'ici on fait de tout, et sous le même nom, pourvoi, et je me demande parfois si il ne faut pas créer des petites différences, mais nous n'en sommes pas encore là. Et la différence, c'est que ici, c'est un phénomène hybride. La Cour peut renvoyer, casser et renvoyer, ou bien elle peut évoquer. Et c'est encore plus complexe et différent parce qu'on constate que dans certains cas, la Cour fait droit au pourvoi, mais va statuer par une substitution de motif. Donc déjà, c'est très difficile de le percevoir dans les statistiques, puisque en quelque sorte, on fait droit au pourvoi, mais on corrige l'arrêt d'une autre façon. On n'a pas annulé, donc ça n'apparaît même pas comme un pourvoi réussi. Le pourvoi est en quelque sorte rejeté, mais on a fait droit au motif du requérant. Donc ça, c'est encore quelque chose d'un peu particulier, mais il n'y a tout de même pas beaucoup d'affaires de cet ordre. Et alors, surtout, ça c'est peut-être la plus grosse distinction, la plus grande distinction, ce qui pose le plus problème, c'est que dans beaucoup de cas, dans certains ordres juridiques, dans certaines matières, on va devant une cour de cassation, elle casse et elle renvoie à une juridiction qui va reprendre le dossier ab initio. On va revoir le tout. Tandis qu'ici, que se passe-t-il? La cour casse, et si elle renvoie au tribunal, ça retourne devant des juges qui parfois sont les mêmes que ceux qui ont statué dans la première affaire. Alors, il est clair que si quelque chose n'a pas été contesté devant la cour et que cela retourne devant le tribunal va, dans la plupart des cas, émettre la même opinion. Il va simplement confirmer ce que l'on a dit. Et quand bien même pourrait-on protester et dire si ça va dépendre peut-être de la composition du tribunal. Bien sûr, si le moyen est vraiment mauvais, il est mauvais. Mais pour le reste, ça peut défendre de la composition du tribunal. Alors c'est vrai qu'une partie a un jour protesté contre le fait qu'on renvoie devant un tribunal, et c'était une chambre qui a été présidée par un juge rapporteur qui était le même juge rapporteur que dans la toute première instance. Et la Cour a considéré que ce n'était pas contraire au droit, et la Cour a accepté cela dans une affaire Chronopost. Donc, ça pose tout de même des problèmes, surtout parce que le tribunal, de temps en temps, et même parfois assez fréquemment, il statue par des moyens surabondants, ou bien il va répondre à des moyens alors que ce n'est pas nécessaire. Prenons un exemple très simple qui est le recours en indemnité. Il faut un dommage, il faut une faute et il faut un lien de causalité. Le tribunal peut fort bien dire, oui, je reconnais qu'il y a un dommage, mais je trouve qu'il n'y a pas de faute. À ce moment-là, celui qui a perdu sur la faute va venir en pourvoi devant la cour pour dire si, il y avait une faute. Mais d'un autre côté, celui qui a perdu sur le dommage, donc sur le premier moyen, il pourrait avoir envie de soumettre à la Cour cette question du dommage, car si on retourne devant le tribunal uniquement sur la question de la faute, sans avoir touché au dommage, ça veut dire qu'il a déjà perdu sur le dommage et qu'ensuite il risque de perdre également sur les autres moyens. Donc cette personne-là a un intérêt déjà peut-être à contester, surtout si on retourne devant les mêmes juges et que le tribunal de temps en temps dit bon, personne ne conteste, donc il y a un dommage et on continue à statuer à nouveau sur la faute. Donc c'est là que vraiment nous avons un problème, et un problème parfois de pourvoi incident. Faudrait-il que l'on puisse faire un pourvoi incident sur la décision du tribunal relative à l'existence d'un dommage? Est-ce une décision du tribunal? Est-ce que la décision, c'est ce qui se trouve au dispositif de l'arrêt, le recours est rejeté ou pas, ou bien est-ce que c'est également ces décisions intermédiaires, peut-on les contester? Problème, faut-il le faire dans un pourvoi incident, ou bien faudrait-il dire à la Cour, vous savez, s'il gagne sur le dommage, je vous demande absolument d'évoquer l'affaire de façon à ce que je puisse, moi, aller contester le dommage.
Donc à cet égard-là, en ce qui concerne le renvoi devant une juridiction, nous rencontrons des problèmes, mais je n'oserais jamais affirmer que ça n'existe pas de tels problèmes devant les juridictions nationales. Ce serait très intéressant de le savoir et de savoir comment elles ont résolu leurs problèmes. Mais en tout cas, pour nous, le fait que la Cour statue et que l'affaire est renvoyée devant les mêmes juges que ceux qui ont déjà statué sur le litige, et parfois en statuant sur des moyens alors que ce n'est pas nécessaire. Reprenons l'exemple, ce n'était pas nécessaire de statuer sur le dommage. S'il n'y avait pas de faute, ce n'était pas nécessaire d'examiner le dommage. Mais ici, nous avons un tribunal qui statue sur plusieurs moyens parfois, et parfois de manière surabondante, simplement pour donner plusieurs piliers de raisonnement à sa décision et éviter une annulation qui nécessiterait qu'il recommence sur un autre raisonnement, alors qu'il peut mettre deux raisonnements distincts dans la même décision. D'une part, il y a une disposition dans le traité qui vaut pour tous les recours, c'est l'absence d'effet suspensif des recours, mais également une disposition spécifique dans le statut de la Cour de justice. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le pourvoi, en principe, n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal annule une décision, elle est annulée. Donc je sais que ça pose des problèmes parfois en matière de marque, parce que si on a accueilli une demande de marque et que c'est annulé, il n'y a plus de marque, et donc il y a peut-être des problèmes qui se posent. Il y a tout de même une distinction pour ce qui concerne les règlements. Les règlements, là, on a considéré que le pourvoi n'avait pas cet effet suspensif et que l'annulation d'un règlement par le tribunal ne prendrait effet soit à la fin du délai de pourvoi s'il n'y a pas de pourvoi, soit au rejet du pourvoi si il y a un pourvoi et que la Cour rejette le pourvoi. On a rencontré un petit problème dans les affaires de mesures restrictives, car les affaires de mesures restrictives comprennent toujours deux décisions parallèles. Il y a d'une part une décision PESC et d'autre part un règlement Union européenne. Dans ce cas-là, bien sûr, si le tribunal annule, c'est difficile d'aller annuler avec un effet immédiat pour la décision et non pour le règlement. Donc, dans ces matières-là, le plus souvent, le tribunal a en quelque sorte postposé l'effet de son annulation en ce qui concerne la décision PESC. Il dit l'effet de l'annulation prendra effet en même temps que ce qui va se passer pour le règlement, c'est-à-dire le règlement s'il y a un pourvoi ou pas pourvoi. De même, certaines parties ont dit, mais écoutez, regardez la différence entre la décision et le règlement, elle n'est pas grande. Le règlement, en réalité, c'est en quelque sorte une multitude de décisions individuelles, mais la Cour a rejeté cet argument-là. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est que peut-on faire, car parfois, l'effet suspensif ou l'absence d'effet suspensif peut créer des ennuis. Eh bien, on peut se précipiter devant le président de la Cour, pas du tribunal, pour demander des mesures provisoires, que ce soit pour suspendre l'entrée en vigueur de l'annulation de la décision, ou bien pour faire appliquer le règlement immédiatement. On a de la jurisprudence dans les deux cas. On peut également demander que l'affaire soit examinée rapidement. Et là, quelles sont les possibilités? Eh bien, on peut demander une procédure accélérée. Ça, c'est assez rare. Je ne connais que 2 cas pour le moment en matière de procédure accélérée. C'était une affaire Artegodan et une affaire, l'affaire du Front Polisario, avec l'accord avec le Maroc. Cette procédure accélérée, c'est une procédure ordinaire, en quelque sorte, mais où on restreint tous les délais notamment pour déposer des mémoires. Bien sûr, il faut se rendre compte tout de même que le pourvoi est une procédure déjà assez rapide, puisqu'il est entamé par le dépôt d'un premier mémoire et que le deuxième mémoire vient très rapidement et qu'ensuite, éventuellement, il n'y a pas de mémoire ultérieure. Donc, procédure accélérée, c'est tout de même assez rare. Maintenant, il y a encore une autre possibilité qui se trouve dans le règlement de procédure,
qui est de demander un traitement prioritaire. Alors un traitement prioritaire, ça n'affecte pas la procédure, mais c'est en quelque sorte demander à tous les services de la Cour de mettre le dossier au-dessus de la pile. Donc ça va avoir une petite accélération dans les traductions, dans le traitement, etc. Et ça, c'est petit, mais ça a quand même un certain impact. Ça vaut la peine d'y penser quand on a des problèmes, qu'on veut que son affaire soit traitée très rapidement. Bien sûr, demande par lettre séparée si possible et motivée.